Philippe Lajoie est un jeune agriculteur de 23 ans. Tout se passe au mieux dans sa vie, mais un jour, le 14 février 2007, Philippe Lajoie va complètement disparaître. Il va se volatiliser. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas ce qui a pu arriver ce jour-là à Philippe Lajoie. Pour tout savoir sur cette triste histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire de disparition québécoise, une disparition, une affaire qui est toujours irrésolue aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte Utip et puis aussi vous pouvez vous abonner à mon Instagram, ça fait toujours plaisir. Je vais commencer cette vidéo par vous parler un petit peu de Philippe. Philippe Lajoie, c'est un jeune garçon qui est originaire de Saint-Didas, donc une ville québécoise. Il vit avec son père, qui s'appelle Jean Lajoie, sa maman, Pierrette Allard, et son frère Mathieu, dans une petite maison assez modeste. Il est décrit par sa famille comme étant un garçon généreux, tranquille et extrêmement travailleur. En fait, Philippe vient d'une famille d'agriculteurs. Dans sa famille, tout le monde est agriculteur de père en fils. Sauf que lui, à l'âge de 16 ans, il va décider d'étudier la mécanique. Il va essayer, puis il va se rendre compte que c'est pas spécialement ce qu'il aime et que lui aussi, en fait, il veut devenir agriculteur. C'est donc très vite, à l'âge de 18 ans, que Philippe va acquérir ses premières terres près de chez lui, pas très loin. Au début, Philippe travaillait pour son oncle et puis quelques autres agriculteurs voisins. Mais très vite, en 2005, Philippe et son frère Mathieu décident alors de s'associer et de construire une porcherie. Alors il faut se rendre compte que c'est beaucoup de travail et puis c'est aussi des prêts à la banque qui doivent rembourser, etc. Mais les deux frères, comme je le dis, sont extrêmement travailleurs, ils veulent faire quelque chose et ils vont se donner tous les moyens pour y arriver. Donc vraiment, ils vont être là pour travailler et pour arriver à vivre de ce qu'ils ont toujours voulu faire et de vivre de leur projet. D'ailleurs, ils ont tellement d'ambition que peu de temps après la construction de leur première porcherie, ils vont décider d'en louer une deuxième qui se situe à Yamachiche, une autre ville québécoise, à plus ou moins 40 minutes de là. Leur but était de louer cette nouvelle porcherie pendant un temps, avant d'ensuite pouvoir l'acheter. Donc voilà, on peut voir que tout se passait assez bien dans la vie de Philippe, il était assez heureux, tout se passait comme prévu, j'ai envie de dire, mais tout va basculer malheureusement le 14 février. À ce moment-là, Philippe a 23 ans. Il est jeune, il est toujours plein d'ambition. Et avec son frère, ça se passe bien. Tout est bien. Ils sont contents, comme je le disais, c'est un peu la vie parfaite. Ils vivent de leurs rêves. Sauf que oui, tout va basculer malheureusement. En fait, le 14 février 2007, Philippe doit se rendre à sa deuxième porcherie pour nourrir ses animaux. En règle générale, Jean Lajoie, donc son papa, l'accompagnait toujours, mais ce jour-là, il y avait une très grosse tempête de neige et Jean a préféré laisser son fils y aller seul. Avant de partir, Philippe va tout de même demander à sa mère de lui enregistrer son émission télé préférée et après ça, il prendra la route. Mais là, les heures vont passer et Philippe est censé rentrer à la maison. Ça prend pas tant de temps que ça d'aller nourrir les cochons. Le temps passe et Philippe n'est pas là. Directement, Pierrette, donc sa maman, va avoir un pressentiment. Elle va se dire quelque chose ne va pas. C'est ça en elle. Elle se dit vraiment ça ne va pas. Et le truc, c'est qu'elle va quand même essayer de se trouver des excuses parce que c'est vrai que c'est plus facile. On se dit, c'est moi, je m'inquiète pour rien. Sans doute qu'il est juste en retard, qu'il va arriver bientôt. Donc voilà, Pierrette essaye de se trouver des excuses, de lui trouver des excuses et d'essayer de relativiser. Vous allez me dire que Pierrette aurait tout simplement pu appeler son fils, mais en fait, il y avait donc une grosse tempête de neige et elle s'est dit que sans doute à la porcherie de Yamachiche, il n'y avait plus d'électricité. Donc s'il n'y avait plus d'électricité, eh bien Philippe aurait dû brancher le générateur qui fait énormément de bruit et elle s'est dit il n'entendra pas mon appel, donc ça sert à rien que j'essaye. Mais là, le temps va encore passer et à 2h du matin, Philippe a toujours pas donné signe de vie. Sa maman décide alors d'appeler la police qui va essayer d'aller voir s'il y a eu un accident sur la route
ou quoi que ce soit, mais vers 3h30 du matin, la police revient chez les parents de Philippe et leur annonce que Philippe est tout simplement introuvable. Par contre, à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui vont prouver que la disparition de Philippe est vraiment très inquiétante. Déjà, on va retrouver la voiture de Philippe devant la porcherie et les clés étaient dans le contact. En plus de ça, on va se rendre compte que la porte de la porcherie n'était même pas fermée à clé. Ça, c'est vraiment étrange parce que de ce qu'on peut observer, Philippe avait mis les clés dans le contact de sa voiture, il était prêt à repartir, mais par contre, à ce moment-là, s'il était vraiment prêt pour repartir, pourquoi il n'a pas fermé à clé la porte de la porcherie et surtout, la lumière à la porcherie était encore allumée. Ça, peut-être je peux l'expliquer dans le sens où s'il y a eu une panne de courant, il aurait pu laisser l'interrupteur allumé, ne pas s'en rendre compte vu qu'il n'y avait pas de courant tout simplement, et que plus tard, quand la police y est revenue, le courant serait revenu et donc les lumières se seraient réallumées. C'est mon hypothèse. Par contre, ça n'explique pas du tout pourquoi la porte de la porcherie serait restée ouverte. Aussi, chose très importante à préciser, c'est qu'en fait, les animaux avaient eu à manger. Donc ça veut dire que Philippe avait effectivement fait tout ce qu'il devait faire. D'ailleurs, Philippe avait même enlevé ses vêtements de travail, les avait rangés et avait en plus préparé tout pour le lendemain. Bon, à partir de là, les policiers de la Sûreté du Québec vont ouvrir une enquête pour la disparition de Philippe Lajoie. Dans un premier temps, ils vont essayer de voir s'ils peuvent trouver des signes d'une disparition volontaire. Ils vont fouiller la maison pour savoir s'il manque des vêtements ou une brosse à dents ou quoi que ce soit. Mais rien ne manque dans la maison, tout est là, Philippe n'a rien emporté avec lui. Donc une nouvelle théorie va arriver, on va se dire peut-être que ce jour-là, Philippe aurait voulu se donner la mort. C'est vrai qu'avant de dire que oui, il s'agit d'une disparition, d'un enlèvement, d'un crime, il faut quand même, avant ça, tout explorer et savoir si, c'est pas un suicide, c'est pas une fugue, c'est pas un changement de vie soudain. Il faut quand même pouvoir éliminer certaines des pistes. Parce que c'est vrai, moi, je vous parle ici de crime, je vous parle d'enlèvement, mais dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Et parfois, c'est simplement et malheureusement un suicide ou un enfant qui fugue mais qui revient. Ici sur ma chaîne, on va parler de cas où évidemment, il est arrivé plus que ça et la personne n'a pas été retrouvée après. Mais voilà, c'est pour pas que vous vous dites, oui, la police pense toujours que c'est un suicide ou une disparition au premier lieu. En fait, ils sont obligés de faire ça. C'est dans les règles. Bon, parenthèse fermée, tout ça pour dire que ils ont essayé de voir si Philippe n'avait pas essayé de se suicider. Mais non, Philippe n'était pas dépressif. Et comme je l'ai dit vraiment en début de vidéo, tout allait bien pour lui. Il venait de monter une affaire, il était heureux. Il avait fait un prêt à la banque avec son frère. Il comptait aider son frère à rembourser. Il travaillait énormément pour leur projet. Enfin voilà, il avait une très belle vie et c'était un moment de sa vie où il était très heureux. Donc à ce moment-là, la théorie du suicide est vraiment écartée. Maintenant, la police et la famille va vraiment penser à une disparition. La famille de Philippe va demander de l'aide à l'organisation Québec Secours qui est spécialisée dans les recherches et les sauvetages de personnes. Et donc tous ensemble, ils ont commencé à essayer de retrouver Philippe. On parle réellement d'une disparition. Alors avec la police et des bénévoles, on va commencer à fouiller la neige pour voir si Philippe n'est pas en dessous. On va aussi fouiller aux alentours, mais on ne trouvera strictement rien. Pourtant, la police avait vraiment mis tout en œuvre pour essayer de retrouver Philippe. Des chiens pisteurs étaient là, des motoneiges, des VTT, des hélicoptères, bref, plein de choses pour mettre le plus de chances de leur côté. Et c'est vrai que c'est une très bonne piste de fouiller la neige parce qu'au moment de la disparition de Philippe, il y avait effectivement une tempête de neige et il suffit que Philippe soit tombé, qu'il soit évanoui ou quoi que ce soit, il aurait très rapidement été complètement recouvert de neige et voilà, après on aurait pu eu sa trace en fait, il serait sous la neige et la neige au Canada c'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup de neige, ça recouvre énormément de choses. Donc voilà, on aurait totalement perdu sa trace, donc la neige va être énormément fouillée. Bref, dans tous les cas, la neige va être fouillée pendant des jours. Et ce que j'écoutais dans une interview de l'oncle de Philippe, c'était que tous cherchaient quelque chose, mais en même temps, tous avaient très peur de trouver quelque chose. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils touchaient une chose dans la neige, ils avaient vraiment peur de ce qu'ils allaient trouver.
Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, ils n'ont rien trouvé et tout ça n'a pas servi à grand chose. Par la suite, l'histoire sera tout de même énormément médiatisée dans la région. La photo de Philippe circulera partout et tout le monde va alors chercher à savoir ce qu'il y a bien pu lui arriver. Les policiers vont donc attendre la fin de l'hiver pour aller fouiller le secteur au complet une fois que la neige avait complètement fondu. Aussi, la famille y est retournée assez souvent, chercher dans la porcherie et autour, mais ça a vraiment été atroce pour eux parce qu'en fait, ils n'avaient aucune piste, la police n'avait aucune piste, ils n'avaient rien de plus, et ils avaient besoin de faire quelque chose. Ils ne pouvaient pas rester dans leur canapé à se dire « notre fils a disparu et on fait rien ». Donc, ils avaient fouillé dans la porcherie, ils avaient fouillé aux alentours, mais ils faisaient ça tous les jours ou toutes les semaines, et ils savaient qu'il n'y avait rien à trouver. Ils le savaient pertinemment parce qu'ils avaient déjà tout fouillé encore et encore. Mais c'était tellement un sentiment d'impuissance qu'ils y retournaient quand même presque tous les jours. Et dans une interview, le papa de Philippe Lajoie expliquait que plus que des recherches, c'était même comme un pèlerinage sur l'endroit, en tout cas, où leur fils a disparu. Bon, sinon, les mois vont passer. Tous les alentours ont été fouillés, donc on sait maintenant que c'est pas un accident. S'il avait simplement eu un accident, on aurait retrouvé quelque chose, on aurait retrouvé son corps ou des indices. Si même, imaginons, il aurait quand même voulu se suicider, tout a été fouillé aux environs. Donc ça aussi, on aurait retrouvé son corps, c'est sûr. Donc voilà, maintenant, on est à peu près sûr qu'il s'agit d'un crime. D'ailleurs, les policiers et la famille vont officiellement parler d'un enlèvement, d'un acte criminel. À ce moment-là, les policiers et la famille vont essayer de déterminer si Philippe était tout simplement là au mauvais moment, au mauvais endroit, ou s'il s'agit d'un crime contre lui, qui était réellement la cible. Le truc, c'est que si j'y réfléchis, je me dis, ça me paraît étrange qu'il ait été là au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que on parle quand même d'un soir de tempête, et j'ai du mal à imaginer qu'un soir de tempête, où il est très très difficile de se déplacer, quelqu'un soit sorti de chez lui dans le but d'enlever ou faire du mal au premier venu. Ça me paraît vraiment étrange. Donc, je me dis que si une personne s'est rendue jusque-là, sans doute que c'était son but de se rendre jusque-là. De plus, si vous vous demandez si la police a retrouvé des traces de pneus de voiture, eh bien, la réponse est non, tout simplement, parce qu'à cause de la tempête de neige, toutes les traces ont été effacées. Par contre, c'est vrai que pour ça, le jour aurait été effectivement bien choisi pour quelqu'un qui voulait justement faire du mal à Philippe sans laisser de traces. Selon l'écrivain Denis Richard, qui a été sur place pendant les recherches, Philippe aurait été enlevé et amené ailleurs à cause d'une histoire de jalousie entre jeunes qui aurait mal tourné. Bon, Jean Lajoie, donc le papa de Philippe, dira que ça l'étonnerait très fort parce que Philippe n'avait pas vraiment d'amis et dans ses connaissances, il n'y avait pas beaucoup de gens agriculteurs, pas beaucoup de gens qui pourraient être jaloux de se dire « Ah oui, ça marche bien pour lui l'agriculture et je lui en veux ». Enfin, ça paraît assez dingue parce que il avait personne dans ses connaissances un petit peu intéressé à ça ou qui pourrait vraiment être jaloux, ou alors ce serait quelqu'un de la famille, mais la famille a vraiment pas l'impression. Enfin, ils étaient une famille très unie. En plus, ça marchait bien pour tout le monde. Et ils étaient tous très très fiers de Philippe. Donc, ça paraît quand même étrange que ce soit une histoire de jalousie. En 2017, l'affaire a tristement fêté ses 10 ans. Et je sais qu'à ce moment-là, le dossier était toujours ouvert. Je ne sais pas si aujourd'hui, en 2021, le dossier est encore ouvert. Je pense sincèrement que oui, mais j'ai pas eu énormément d'informations dessus. Par contre, dans un article de 2017, les enquêteurs expliquaient que ils ont toujours de nouvelles pistes de personnes qui viennent témoigner, même en 2017. Donc, pas autant qu'en 2007, c'est sûr, mais c'est vrai que dès que la photo de Philippe est de nouveau médiatisée, eh bien, il y a quand même des gens qui leur envoient des messages, qui leur envoient des nouvelles pistes, des témoignages, et encore maintenant, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment cool, et c'est pour ça que c'est super important de médiatiser un maximum cette affaire, parce qu'il y a encore des choses qui doivent être dites. Bon, malheureusement, aujourd'hui, la famille de Philippe Lajoie l'a déclaré comme mort, et espère tout simplement un jour savoir exactement ce qui a bien pu lui arriver. Si vous vous demandez ce qui en est de Mathieu, donc le frère de Philippe, il a continué seul dans l'agriculture, mais c'est très compliqué pour lui, ou en tout cas ça a été très compliqué pour lui parce qu'ils avaient donc un emprunt à la banque et cet emprunt, il devait le rembourser à 2 et lui il s'est retrouvé seul, donc il devait travailler plus pour gagner encore moins
puisqu'il devait rembourser chaque mois son emprunt à la banque. Donc ça a été vraiment très compliqué pour lui, mais il n'a absolument pas lâché le projet. Aussi, le papa de Philippe s'est exprimé dernièrement aux journalistes et leur a dit « C'est aussi dur que la première journée, mais ça fait un peu moins mal aux tripes ». Il explique aussi souffrir de cauchemars qui viennent hanter ses nuits. Avant, c'était régulier. Maintenant, c'est une fois de temps en temps. Je le vois plein de sang avec quelqu'un qui le frappe. Là, je me réveille, tout en sueur, et ça se replace. C'est vraiment triste, je trouve, de lire ce genre de témoignage du papa. Ah, ça me rend vraiment, vraiment triste et ça m'énerve parce que je me dis... Quelqu'un a sans doute fait du mal à leur fils et reste encore impuni aujourd'hui et sans doute qu'on ne saura jamais exactement la vérité. Enfin, j'espère qu'on la saura, mais je doute parce qu'on est quand même pas mal d'années plus tard et je sais pas si un jour quelqu'un voudra parler, peut-être quelqu'un sur son lit de mort, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Aussi, je vous ai parlé de quelques théories dans cette vidéo. Après, il y a eu d'autres théories un petit peu plus folles. Certaines personnes ont pensé que, tout simplement, les cochons se seraient attaqués à lui et l'auraient mangé en entier. Bon, je ne crois pas vraiment à cette version parce que je ne sais pas s'ils auraient vraiment tout mangé. Et puis, enfin, des cochons, c'est assez inoffensif quand même si, bon, certains peuvent avoir mauvais caractère, ok. Mais en vrai, j'imagine mal que toi, tu vas nourrir tes cochons et qu'à un moment donné, ils se retournent vers toi et te mange. Enfin, voilà, moi ça me paraît difficilement plausible. D'ailleurs, la famille de Philippe a eux aussi dit qu'ils croyaient très peu à cette théorie. Par contre, pour les parents, ça a été aussi assez dur parce qu'ils ont eu des ascenseurs émotionnels assez hard. En fait, en 2015, il y a des ossements qui ont été retrouvés près d'une autoroute et directement, ils se sont dit, c'est notre fils, c'est sûr, parce que c'était pas loin de chez eux, c'était, voilà, près de Yamachiche, donc ils se sont dit, ok, c'est sûr, c'est sans aucun doute notre fils, sauf qu'ils ont été assez tristes et soulagés pour l'autre famille, mais ils ont été assez tristes d'apprendre qu'il s'agissait en fait des ossements de la petite Cédrica Provencher. Cédrica Provencher qui d'ailleurs avait disparu en 2007, la même année que Philippe Lajoie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur Cédrica Provencher que je vais mettre dans le i au-dessus. Donc voilà, vous pouvez aller la voir si vous en avez envie. Et juste par rapport à ça, le papa de Philippe s'est encore une fois exprimé dans la presse au moment où les ossements de la petite Cédrica avaient été retrouvés et il a dit « J'ai été déçu d'une manière, mais d'un autre côté, j'étais bien content pour la famille Provencher. Eux ont leur fille, il reste mon cas à régler. » Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo sur cette affaire vraiment triste de disparition complètement irrésolue. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun indice, simplement cette scène un peu bizarre quand on a été à la porcherie de cette voiture, la porte ouverte, les clés sur le contact, les cochons nourris, mais la porte de la porcherie ouverte. Voilà, on se rend bien compte que tout ce qu'on a, c'est cette scène en fait, cette scène un peu étrange, mais on n'a rien d'autre. Et c'est vraiment très énigmatique. Enfin voilà, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!